Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 août 2026, il est presque 6 heures et c'est mardi, donc le jour du Market Review, vous êtes maintenant habitués. Avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un commentaire, d'activer la cloche, des notifications et si mon travail vous aide à filtrer le bruit, pensez aussi évidemment à liker cette vidéo, c'est le moyen le plus simple et le plus sûr de soutenir ma chaîne. Alors cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses, on va regarder ça ensemble. On a notamment 3 structures qui vont mériter notre attention. Déjà, et ça faut quand même le noter, l'or qui a quitté sa structure de compression qu'on avait décrite lors du précédent Market Review. On a, ce qui est également notable, le dollar qui confirme sa réintégration dans ce range, qu'on avait également décrit, maintenant ça fait un petit moment qu'on l'a décrit celui-là. Et également, on va développer ça, mais on a quand même le Nasdaq qui semble vouloir résorber une partie de la divergence qu'il avait créée avec le SP500 et le Dow Jones. Mais là, aujourd'hui, la vraie question, enfin en tout cas une question qui est importante, ça va peut-être se trouver du côté de Bitcoin, parce que là, ce qu'on peut observer, j'ai envie de dire à son tour, après qu'on l'ait observé sur l'or, c'est que sa volatilité, elle s'est comprimée jusqu'à un niveau exceptionnellement bas, notamment sur les 3 derniers mois. Et maintenant, je pense que vous avez bien compris que lorsqu'on observe ce type de compression, le risque d'une expansion brutale augmente au fur et à mesure que la volatilité se comprime. Bien évidemment, et ça faut quand même le préciser, la direction, elle, à cet instant, elle n'est pas donnée par la compression. Elle nous donne juste une indication que le prix se prépare à quelque chose. Et ce quelque chose peut, comme le montre ici le gold, se révéler être particulièrement violent. Donc avant de prendre tout ça en détail, je rappelle, il y a un PDF détaillé qui accompagne cette vidéo. Ce PDF, il est réservé aux membres du salon VIP et aux membres de mon groupe Telegram, le Lunar Collective. Il contient les graphiques, les tableaux cotes normalisés, les séquences ETF, en tout cas celles qui sont vérifiables, les scénarios, le Black Swan Alert, le Crypto Bottom Audit et plein d'autres informations. Donc, si c'est pas déjà le cas, évidemment, je vous invite à venir rejoindre un de ces espaces. C'est entièrement gratuit, il y a quelques conditions à remplir, mais en tout cas, vous n'avez rien à sortir de votre poche. Donc, je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par le dollar. Et ce qu'on peut déjà constater, c'est que il est en train de revenir, il revient même autour de son niveau de clôture de juillet et il reste nettement sous l'attaque de la borne haute observée précédemment. L'attaque de la borne haute, elle était autour des 101 points et là, on est actuellement revenu sous les 100 points. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que la réintégration du range, elle est confirmée. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais cette réintégration, c'est là qu'il va falloir être prudent. Elle n'implique pas mécaniquement ou forcément une chute immédiate, voire même une chute annoncée vers la zone de relative equal low qu'on avait observé lors des derniers market reviews, qui est autour des 94 points. Pour être plus précis, vers les 94,7 points à peu près. Donc là, si on essaie d'avoir un peu de lecture ICT de cette dynamique de prix, cette zone, évidemment, elle reste, on va dire, une zone de livraison potentiel tant que le dollar ne reconquiert pas durablement la partie haute du range et pour l'instant ce n'est pas le cas. Cependant le marché il peut passer du temps à construire de la liquidité interne avant d'aller chercher une liquidité externe. Dit autrement, il peut s'amuser quand même à passer un petit bout de temps dans cet espace. Donc là ici on va pas se restreindre évidemment à la seule lecture de cet index, le DXY, et la validation baissière ici demanderait une acceptation sous les supports intermédiaires, donc idéalement sous l'équilibrium de ce range et idéalement, bien sûr, accompagné d'une détente des taux, notamment les taux à 10 ans et les taux à 30 ans. Et pour l'instant, on peut observer que même si on a un début de baisse de momentum sur ces taux, pour l'instant, on n'est pas vraiment sur ce qu'on pourrait qualifier d'une détente. Et sur le dollar, l'invalidation, évidemment, ce serait une réintégration et une reprise durable de la borne haute de ce range. Et notamment ici, précisément, on a plusieurs inefficiences qui, si elles sont retestées, ne devraient pas mener à un échec. Si le prix ne valide pas ces inefficiences baissières, à ce moment-là, on pourrait parler d'une invalidation de cette réintégration du range. Sur les indices, donc, j'en parlais dans l'introduction de cette vidéo, on a quand même le Nasdaq qui progresse d'environ 4,8% depuis la clôture de juillet, donc c'est quand même pas rien, contre environ 3,5% pour le SP500 et 2,8% pour le Dow Jones. Là, ce que je vous affiche ici, ce sont des bougies
bougie daily. Donc on voit bien que la volatilité a quand même eu tendance à se tarir sur ces trois indices. Mais là, en tout cas, on peut clairement observer que le Nasdaq tend à réduire son retard et à cesser donc de prolonger cette divergence qu'on a pu observer. Ce rattrapage, on va dire qu'il est quand même constructif, mais il va pas suffire à effacer la faiblesse de juillet, ni la divergence qu'on a pu observer sur le dernier rapport cote. Sur la dernière semaine CFTC, le prix du Nasdaq, il progresse de plus de 5%, tandis que les positions normalisées des asset managers et des leverage funds se dégradent de plus de 4 points d'open interest chacune. Donc le prix avance, mais actuellement, en tout cas cette semaine, le positionnement ne confirme pas encore sur ce rapport cote. Et là, ce type de contradiction ne donne pas une entrée, il impose une surveillance. Donc, comme toujours, j'ai envie de dire méfiance. En ce qui concerne l'argent, l'or et les indices macro, on peut voir que l'or s'est bien extrait de la compression qu'on avait identifiée la semaine dernière. Depuis la fin juillet, le futur or gagne environ 7,7%. Et sur cette catégorie d'assets, c'est quand même notable. L'argent, lui, il progresse de plus de 13%. Donc là, l'expansion, elle est réelle. C'est pas une vision de l'esprit et on peut observer une surperformance nette de l'argent. Par contre, sur l'or, le cote, il apporte quand même une nuance assez importante parce qu'on peut voir notamment que le net des managed money ici progresse d'environ 2,7 points d'open interest et se situe dans la part haute de son historique récent. Mais l'open interest global, lui, il a tendance à reculer. Donc ça signifie que la hausse, elle bénéficie d'un positionnement directionnel plus favorable sans expansion générale de la participation. Donc dit autrement et dit plus simplement, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'injection d'argent frais, on va dire, sur l'or. On observe des soubresauts, mais tout ça, évidemment, il va falloir que ça se confirme. En tout cas, ici sur l'or, sortie de compression confirmée, conviction cote plutôt favorable, mais participation encore à surveiller. L'acceptation au-dessus de la zone libérée serait plus importante que la seule violence de la bougie initiale. En parallèle, le VIX, quant à lui, reste proche des 15 points et les taux à 2 ans se sont détendus légèrement depuis fin juillet. Par contre, le 10 ans, on va dire qu'il est moins coopératif sur les dernières séances, on peut le voir ici très nettement. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas vraiment un signal de panique systémique. On a un marché qui réalloue rapidement le capital entre actifs, duration et protection. On passe maintenant au Bitcoin. Alors là, on pourrait résumer l'action du prix de ces derniers jours autour de deux mots-clés, c'est compression, et qui dit compression dit attente d'une expansion. Là, Bitcoin, il clôture le 10 août autour des 63 900 $. Il reste légèrement positif depuis la fin du mois de juillet, on peut le voir ici, mais il recule sur les 5 dernières séances d'un peu plus de 1%. Donc là, ici, le point important, c'est pas le rendement, ça c'est presque annexe, on va dire. Le point important ici, c'est cette dynamique de compression. On voit très nettement l'ATR daily ici à 14 périodes, il représente environ 2,1% du prix. Et là, on est sur le niveau le plus bas de ces 90 derniers jours, donc de ces 3 derniers mois. L'amplitude des 7 dernières bougies représente seulement environ un peu plus de 3%, 3,4%. Donc oui, ici, clairement, le risque d'une expansion brutale, il augmente. Par contre, non, désolé pour les maxis, mais la compression ici, elle ne donne pas de direction. J'aimerais bien que ce soit le cas, mais en l'occurrence, pour l'instant, on ne peut pas anticiper quel sera le prochain move sur Bitcoin, ni quelle sera la vélocité de ce mouvement, quelle que soit sa direction. Donc là, si on se met un peu sous le prisme de ICT, la question ici, elle n'est pas de deviner la couleur de la prochaine grande bougie. Ça pourrait être une bougie rouge, une bougie verte, peu importe. Il faut identifier quelle liquidité externe sera attaquée. Et ensuite, observer si le déplacement obtient ou non de l'acceptation ou s'il ne produit, on va dire qu'un raid suivi d'une réintégration. Donc là, c'est toujours la bonne question, hein. C'est-à-dire, est-ce que on sort de cette compression par le haut, on accepte et ensuite on continue l'expansion, ou est-ce que cette sortie par le haut n'est qu'une simple prise de liquidité pour ensuite aller revisiter des plus bas? Et là, on ne fait pas de prédiction, simplement on essaie d'établir des scénarios et en fonction de ces scénarios, on passe ou non à l'action. Là, actuellement en tout cas, tant que le marché reste enfermé dans cette compression, on a les deux côtés qui accumulent le carburant
nécessaire à la prochaine expansion. Maintenant, ici, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un petit peu un partout, balle au centre. Le dernier screening de levier vient, on va dire, renforcer cette prudence. C'est-à-dire que Bitcoin, il apparaît dans une asymétrie short conditionnelle, tandis que on a plusieurs altcoins qui présentent une vulnérabilité des shorts. Donc ça, c'est pas un consensus directionnel, c'est un marché où des mouvements opposés peuvent coexister selon les actifs et le positionnement local. On l'a bien vu ces derniers jours, notamment sur les grosses market cap, entre ce qu'a pu réaliser Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP, qui montrent clairement une faiblesse par rapport à ces trois autres cryptos et un open interest qui vient flirter avec ses plus hauts en même temps que le net short. Maintenant, si on va regarder un peu du côté des ETF, on peut observer, c'est très clair ici sur ces 6 dernières séances, un soutien spot robuste quand même, notamment ici du 3 au 7 août, où on a quand même 5 séances positives. On a également une collecte positive sur Ethereum, en tout cas jusqu'au 10 août, et on a également un net positif ici sur Solana, même si c'est assez compliqué de comparer cet ETF avec les autres parce qu'il présente quand même un encours beaucoup moins important. Mais en tout cas, on a un cumul vérifiable qui est positif. Mais là, évidemment, on est sur des fenêtres là de 5, 6, 7 séances au maximum. Donc, c'est une fenêtre qui est trop courte pour conclure un changement de régime. Maintenant, si vous voulez voir le détail de tout ça, c'est dans le PDF réservé aux membres VIP. Alors, avant de passer à la conclusion de ce market review et au scénario envisageable, quelques news qui, je pense, vont vous intéresser. Alors déjà, avec mon partenaire AXFunded, qui est donc un propre firme décentralisée, donc dans l'écosystème crypto, vous pouvez trader des real world assets et la plupart des cryptos du top 50, on va dire, du market cap. Là, ici, je viens de mettre en place, il y a quelques jours, une deuxième campagne de giveaway. Et là, cette fois-ci, cette campagne, elle est un peu plus importante puisqu'elle permet de gagner 2 comptes financés de 5000 USDT et 3 codes de réduction de moins 40% à gagner sur les challenges 25K. Donc c'est-à-dire que là, vous disposez, si vous avez un compte de 5000 USDT, vous disposez de cette somme, vous pouvez la trader et vous allez conserver 80% des bénéfices que vous pourrez faire grâce au trading que vous allez engager avec cette somme. Donc vous avez deux modes possibles pour cette plateforme Pro de firme. Vous avez le mode manuel, où vous allez trader comme vous pourriez trader sur n'importe quel broker. Là, moi, ce que je mets en jeu, ce sont des comptes qui sont pilotés par IA, c'est-à-dire que vous allez connecter votre IA préférée, donc ça peut être Claude, ça peut être ChatGPT, ça peut être Codex, ça peut être ce que vous voulez, et ensuite vous allez pouvoir piloter ce compte Pro de firme avec votre IA. Et d'ailleurs, j'ai également quelques codes d'invitation Codex que je pourrais donner évidemment aux premiers qui se manifesteront, et ces codes d'invitation vous permettront d'avoir des réinitialisations gratuites, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un abonnement, vous avez un nombre de tokens qui est illimité, et là vous allez pouvoir remettre les compteurs à zéro plusieurs fois. Donc c'est vrai que moi j'utilise Codex pour piloter mes comptes sur AXFunded. Ça marche parfaitement bien. Le Codex est particulièrement pertinent pour structurer les contrôles, le suivi, le reporting de cet environnement. Par contre, faites évidemment attention, assistance, ça ne veut pas dire abandon du contrôle. Les permissions, elles doivent rester limitées, les décisions sensibles validées et le risque défini avant toute automatisation. Après, dans les nouvelles qui ont retenu mon attention, on a quand même une nouvelle d'importance, c'est que Berkshire Hathaway redevient acheteur net d'actions après une longue période de vente. Mais on a tout de même Michael Burry qui juge désormais Berkshire moins attractive comme investissement. Donc ces deux informations, elles ne se contredisent pas forcément. Une entreprise peut améliorer son allocation de capital tout en restant trop cher pour un investisseur donné. Mais quand même, le prix payé reste une variable indépendante de la qualité du business. Ça, faut pas l'oublier. Donc après, dit autrement, c'est pas parce que Warren Buffett repasse à l'achat que vous devez le suivre aveuglement. Mais par contre, ça reste quand même un signal. Autre nouvelle à laquelle il faut quand même prêter attention, c'est que la société Mara parle de plus de 23 000 bitcoins vendus au premier semestre pour financer le virage vers l'intelligence artificielle. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et là j'ai envie de dire, c'est pas comme si 23 000 bitcoins venaient d'être jetés sur le marché en une journée. Le chiffre couvre le premier semestre et inclut notamment une importante opération de désendettement déjà annoncée en mars. Donc dit autrement, c'est pas tout à fait quand même une nouvelle, on va dire. Et en parallèle, Mara a tout de même annoncé avoir produit 2422 bitcoins et en avoir vendu 2213 sur cette même période. Donc là, j'ai envie de dire, pour Bitcoin, c'est pas tout à fait un signal de capitulation instantanée. Pour l'action Mara, le risque, il est plus concret, c'est-à-dire que la baisse du stock de Bitcoin, la pression sur les marges minières, le financement et l'exécution du
du pivot vers l'infrastructure IA, ce sont deux thèses différentes, on va dire. Faut pas tout mélanger. Comme toujours, il faut se méfier des déterminismes sur les marchés. Et enfin, dernière nouvelle, et celle-ci a eu un impact concret sur les marchés et notamment sur le token CRO de Crypto.com, c'est que Trump Media, Crypto.com et Yorkville, ils ont mis fin à un accord sur un projet de trésorerie à travers le token CRO, tandis que l'intégration des marchés de prédiction est réduite. Donc ça, c'est pas à lui seul un signal de solvabilité sur Crypto.com, ni un risque systémique pour le Bitcoin, mais en revanche, c'est un revers pour le narratif de demande institutionnelle autour de CRO. Et un rappel, un partenariat annoncé n'est jamais un actif acquis tant que son financement et son exécution ne sont pas verrouillés. On en a ici une preuve éloquente. Autre petite parenthèse, suite à des échanges qu'on a eus avec certains utilisateurs de nos plateformes et notamment les utilisateurs des algorithmes, on a ouvert une section dans le salon VIP où vous allez pouvoir échanger notamment sur vos retours que vous avez sur ces algorithmes et éventuellement aussi sur certaines incompréhensions qu'on observe assez régulièrement. Donc là, c'est juste un petit rappel et ça ne concerne pas simplement nos algorithmes, mais ça concerne les algorithmes. Faut pas oublier que le trading algorithmique, il repose sur l'espérance mathématique et la statistique de long terme. Un algorithme, ça ne fait pas de promesses, ça ne lit pas l'avenir. Lorsque vous publiez les résultats d'une étude ou des backtests, vous décrivez un historique, un ensemble de règles et une distribution de résultats. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, faut pas demander davantage, on va dire, à un algorithme. Donc, et là, notamment, je pense à ceux qui sont engagés sur les botlim. Si jamais l'attente entre deux prises de profit, un drawdown ou l'immobilisation temporaire du capital génère un stress disproportionné, ce qu'on a pu observer, le premier diagnostic, c'est pas nécessairement que l'algorithme est mauvais. L'algorithme, il est comme il est. Par contre, c'est souvent que l'exposition est trop élevée par rapport à la tolérance réelle. Donc, même un modèle rentable, même un modèle qui annonce de très bons résultats, à tout moment, il peut casser ou il peut s'enrayer, on va dire. Et ça ne remet pas forcément en cause la qualité de cet algorithme. Donc, ça peut être un changement de régime, ça peut être un changement aussi dans les coûts de fonctionnement, ça peut être un changement dans la liquidité, la latence, ça peut aussi être des questions de suroptimisation. Donc la règle essentielle, c'est que aucun historique n'abolit le risque de rupture. Donc ici, j'en profite pour faire une petite piqûre de rappel, le money management, c'est pas une option ajoutée après le signal, c'est la condition qui permet de survivre quand l'espérance observée cesse temporairement ou même définitivement, ça peut arriver. Et là, ça me permet d'enchaîner sur une pensée un peu plus globale, mais ça me fait penser à un échange que j'avais eu avec Rodolphe Stéphane sur X, c'est que le marché n'a ni mémoire, ni pitié, et ni prophète. Donc, méfiez-vous, parce que là je vois en ce moment le retour d'un influenceur crypto qui avait pourtant annoncé qu'il se retirait du game et là il revient en force, donc méfiez-vous quand même. Je dis pas, je ne me prononce pas sur la qualité de ces prédictions, même si vous savez ce que je pense des prédictions, mais méfiance, parce que là, une grande partie de la crypto Twitter continue de traiter certains influenceurs comme des gourous et la crypto comme une religion. Donc les dogmes, les messies influenceurs, les espoirs magiques, les rituels de guerriers, de couilles en titane et de tout ça, méfiance, vraiment méfiance. Faut pas oublier que une technologie peut être excellente, mais malgré tout un mauvais investissement, surtout si elle est achetée trop cher. Donc faites bien attention aussi à distinguer le prix et la valeur. Une conviction, elle peut être intellectuellement cohérente et financièrement destructrice si elle interdit toute invalidation. Et lorsqu'on parle d'invalidation, on parle également de ce qu'on est prêt à perdre sur un scénario. Et ça, c'est souvent ce que les influenceurs oublient de mentionner parce qu'ils sont davantage intéressés par l'engagement et accessoirement par les commissions qu'ils vont percevoir sur l'affiliation. Donc ces commissions en soi, elles ne sont pas critiquables évidemment, mais par contre, d'oublier toute prudence dans vos recommandations parce que vous avez des vacances aux Maldives à payer, ça non, c'est pas honnête d'une part, voire même ça peut parfois engager certaines personnes, notamment les plus fragiles, sur des histoires vraiment dramatiques. Donc vraiment faites attention, parce que la plupart des certitudes que vous allez pouvoir voir sur X notamment, mais pas que, je parle aussi de groupes Telegram ou de groupes Discord, la plupart du temps, ça va se terminer en liquidité de sortie. Donc gérez votre risque et par pitié, ne devenez pas la prochaine exit liquidity. Voilà, parenthèse fermée. Alors maintenant, on va reprendre ce petit rituel de nos scénarios. On en a 3, ça va tourner autour de 3 dynamiques. On a le premier scénario qui va être le scénario de la normalisation, c'est-à-dire que
le dollar reste contenu dans son range, les taux ne réaccélèrent pas, le Nasdaq poursuit son rattrapage et Bitcoin, il sort de sa compression avec une acceptation haussière. L'or, quant à lui, consolide sa sortie par le haut sans déclencher de stress généralisé. Donc ça, c'est le premier scénario, celui de la normalisation. Le deuxième scénario, ça va être celui de la rotation défensive. Donc l'or et l'argent dans ce scénario conservent leur leadership, mais le dollar se raffermit, le Nasdaq perd son rattrapage et Bitcoin effectue un raid haussier sans acceptation. Et dans ce cas-là, le capital il va continuer de se déplacer vers les actifs défensifs plutôt que vers un risk-on homogène. Le troisième scénario, ça va être celui de rupture, scénario de rupture crypto. C'est-à-dire que dans ce cas, il va falloir être très prudent si vous observez que Bitcoin balaie une extrémité de sa compression, puis accélère et conserve le déplacement. Donc la première impulsion, elle va pas suffire. La qualité du retest et l'évolution du levier devront confirmer la direction. Et là, il faut aller consulter notamment les données que vous pourrez trouver sur CoinGlass. Voilà pour les trois scénarios. Alors, le Crypto Bottom Audit, le Black Swan Alert, ils ont été recalculés. Ils sont sur le PDF réservé aux membres VIP. Je ne vais pas les spoiler ici. Et leur valeur, elle vient précisément du détail des familles, des dénominateurs, des contradictions et des conditions d'invalidation. Vous trouverez tout ça en détail sur le PDF. La conclusion de tout ça, c'est que l'or confirme pour l'instant son expansion, le dollar confirme sa réintégration, le Nasdaq répare une partie de sa divergence et Bitcoin comprime sa volatilité jusqu'à un niveau extrême. Là, ce qu'on peut dire en l'état actuel des données qu'on a sous la main, c'est que le marché prépare du mouvement et il prépare probablement un mouvement violent. Mais par contre, le marché ne nous doit rien, je l'ai déjà dit, il ne nous doit pas une direction et encore moins la direction qui nous arrange. Donc, faites bien la distinction entre vos convictions, ce que vous souhaitez voir et ce que le marché va vraiment faire. Pour consulter le PDF détaillé, les charts, les données cotes normalisées, la séquence ETF, le Crypto Bottom Audit, le Black Swan Alert et pas mal d'autres informations, le Linktree, il est en description et vous pourrez rejoindre le salon VIP du Trône et le Lunar Collective. Comme toujours, ce market review et toutes les analyses dont je vous ai parlé restent éducatives, générales et sans conseil financier. Malgré tout, si je peux vous donner un conseil, n'oubliez pas celui-ci, c'est que la rationalité paie, l'émotion ruine, alors faites le bon choix. C'était Jim Smore, force et honneur.